avec ce segment Main Event, est-ce qu'on n'est pas là sur le plus gros raté de l'ère Triple H? Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de SmackDown du 2 février 2024. Et le show qui s'ouvre avec le toujours champion des États-Unis, Logan Paul. Il prend un micro et dit avoir sous-estimé Kevin Owens. On pourrait croire que c'est un beignet en rogne, mais Owens a réussi à le faire combattre. Kevin Owens, lui, a fait plus de mal que Floyd Mayweather, il l'a fait saigner, mais il a perdu et Logan Paul est toujours notre champion des États-Unis. C'est l'une des personnes les plus solides de ce roster, très fragile. Tout le monde est blessé. Il va évidemment faire une petite imitation de CM Punk, mais lui n'est pas blessé. La musique de Kevin Owens va retentir et il arrive avec un micro. Owens dit n'avoir peut-être pas remporté le titre au Royal Rumble, mais il a réussi à mettre KO Logan Paul. Il le battra pour devenir champion. Logan Paul répond que Kevin Owens n'a pas profité de sa seule chance pour ce titre. Owens parle de la tricherie de Logan Paul et affirme que les fans sont énervés contre l'arbitre, mais il a juste fait son boulot. La prochaine fois qu'ils monteront ensemble sur le ring, il n'aura pas besoin de coups de poing américains pour lui botter les fesses. Paul répond qu'Owens n'aura pas le droit à une seconde chance, lui va se concentrer sur ce qu'il fait et se trouver un vrai challenger, et il va laisser avoir son match, et lui va commenter tout ça. C'était une belle promo, Logan Paul de plus en plus à l'aise au micro, de plus en plus hué aussi, et ça fonctionne vraiment bien. C'était logique qu'on allait avoir cette confrontation vu ce qui s'est passé lors du Royal Rumble. Donc plutôt cool de commencer avec ça, de commencer avec quelque chose de plutôt léger par rapport à ce qu'on va avoir plus tard, et tout ce qui est annoncé, c'est plutôt bien je trouve, parce que sinon ça se serait peut-être un peu perdu dans ce SmackDown et les gens n'auraient peut-être pas été aussi intéressés. Donc bonne idée de commencer avec ça. On va ensuite enchaîner avec un Kevin Owens face à Austin Theory, d'un match de 6-7 minutes qui était vraiment bon. Alors, sur les dernières semaines, sur les derniers mois, j'ai l'impression que c'est la 15 millième fois qu'ils s'affrontent, Theory et Owens, mais c'est bon, vraiment. T'as l'impression qu'en ce moment, Austin Theory, c'est le gars qu'on appelle du côté de SmackDown pour avoir un bon combat. Alors, il perd, il gagne, peu importe, honnêtement, mais on l'appelle pour avoir les bons matchs du côté de SmackDown. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Ça fonctionne bien avec Owens. À chaque fois, ça a été des bons combats. Et là, encore une fois, c'est vraiment bon. Ça va se jouer évidemment à l'extérieur du ring car Logan Paul va commenter ce combat. Il va voir que Austin Theory est en difficulté, va vouloir lui donner un point américain après une distraction de Grayson Waller. Mais tout ça va se retourner contre Austin Theory car Owens va porter un coup de poing américain à Grayson Waller, puis à Austin Theory pour remporter ce combat. Après le match, Owens va courir après Logan Paul et Logan Paul va aller se plaindre auprès de Nick Aldis après le match, etc., etc. Bref, cette histoire entre les deux n'est pas terminée. Est-ce qu'on peut s'attendre à un match à Elimination Chamber ou alors un match en weekly? Affaire à suivre, ou peut-être même un match dans un Elimination Chamber, un match à plusieurs, affaire à suivre. Match de qualification à 4 équipes, on retrouve les Pretty Deadly, Pete Dunne et Tyler Bate, les Legado del Fantasma et la LWO. Alors, on va avoir plusieurs matchs avec 4 équipes à Raw et à SmackDown, et finalement le gagnant final affrontera le Judgment Day lors de Elimination Chamber. C'est un match qui va durer 7 minutes et c'est cool parce que finalement ce gros tournoi va permettre de nous rendre compte que on a quand même énormément de belles équipes à la WWE et on le voit déjà dans ce Fatal 4-Way. C'est un match à 4 équipes et vraiment les 4 équipes font bien le boulot. Juste avant cela, on avait quelque chose pour mettre en avant et ça c'était plutôt bien, la nouvelle faction, on va dire Legado del Fantasma, avec une vignette où on nous présentait un peu Elektra Lopez, etc., etc. Et depuis quelques semaines, franchement, il y a un vrai changement en termes de production. Il y a des vraies vidéos qui sont faites pour nous présenter les superstars. Il y a des segments qui sont préparés. Les introductions des superstars ne sont pas les mêmes. Bref, il y a un vrai changement visuel, il y a un vrai changement de patte, vraiment, depuis quelques semaines. Et ça me fait extrêmement plaisir. Bref, le match est vraiment de qualité. C'est surtout, je trouve, la LWO, encore une fois, qui est bien mise en avant. Cruz del Toro et Joaquin Wilde sont vraiment excellents. Et encore dans ce match, ils vont l'être. Ils le montrent à chaque fois. Et franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Cette fois-ci, on va avoir une intervention d'Elektra Lopez qui ne va pas suffire parce que Zelina Vega va réussir à s'en prendre à elle. Et du coup, c'est Pete Dunne et Tyler Bate qui, sur le ring, vont s'occuper des Pretty Deadly et vont gagner ce combat pour se qualifier au prochain tour. Tant mieux, on a eu ce changement de nom, on a le retour de Pete Dunne, maintenant il enchaîne les victoires et ça me fait extrêmement plaisir. Damage Control est sur le ring et Bayley est présente pour faire son choix concernant WrestleMania. Elle nous dit qu'elle a presque tout fait à Mania, mais cette année est spéciale car elle y est arrivée, mais pas toute seule. Elle est avec ses amis qui la soutiennent. Damage Control est une famille. Quand elle pense à WrestleMania, elle pense au moment où il y a la magie. Elle pense au meilleur, elle doit battre l'une des meilleures. Voilà qui l'amène à Rhea Ripley. Ou alors,
elle pourrait faire quelque chose de différent. Parfois c'est personnel, pour prouver aux gens qu'ils ont tort, parfois ça concerne des personnes que vous pensez être vos amis, et parfois il faut leur prouver qu'elles ont tort. Bayley dit l'avoir compris toutes les fois où elle parlait dans son dos. Elle parle évidemment de Kairi Sane, Asuka et de Io Sky. Elle voulait qu'elles soient les meilleures et le faire ensemble. Bayley dit à Io Sky qu'elles étaient proches au début, mais elle a changé quand Asuka et Kairi Sane sont arrivés. Bayley s'approche de Io Sky, mais Asuka ainsi que Kairi Sane vont l'attaquer dans son dos. Bayley va réussir à prendre le dessus avec une sorte de tuyau métallique. Elle va prendre le micro et dire que Io Sky et elle se reverront à WrestleMania. Et bah c'était génial, je pense que c'est l'une des meilleures promos de la carrière de Bayley et c'est quand même bien que ça arrive à ce moment là pour construire le plus grand match de sa carrière en 1 contre 1 à WrestleMania. C'est quand même stylé que ça arrive maintenant et surtout j'avais peur de la manière dont ça allait être fait. On savait clairement que Bayley allait challenger Io Sky, c'était l'histoire qui nous était racontée. Mais de quelle manière ça allait être fait? Et le fait que Bayley parle en japonais et dise que depuis le début elle comprend ce que les japonaises disent dans son dos, elle comprend toutes les moqueries, elle comprend finalement toutes les critiques et à quel point elle se fout d'elle, et ben j'ai trouvé ça hyper malin, hyper intelligent la manière dont ça a été fait et ça m'a beaucoup plu et on sent une Bayley très touchée, très émue et je pense que Bayley est très émue aussi par la réaction du public depuis des semaines maintenant, le public est vraiment à fond derrière elle et encore une fois dans ce segment le public va vraiment crier pour Bayley et moi ça me fait extrêmement plaisir de voir ce type de réaction pour Bayley et je suis vraiment content de la voir à cette place et en plus elle fait vraiment le boulot, vraiment une excellente promo de sa part. On devait avoir un match entre le Final Testament et le clan de Bobby Lashley mais finalement les 6 vont juste s'en mettre plein la tête avec une Scarlett qui va vouloir intervenir pendant ce segment mais eh bien, quelqu'un va faire son arrivée, son apparition, c'est B-Fab qui va aider Bobby Lashley à s'en sortir. Et finalement, on n'aura pas de combat entre ces deux clans. B-Fab qui avait approché Bobby Lashley il y a maintenant quelques semaines. Et on n'avait pas eu de suite, vraiment. Et bah maintenant, elle fait partie du clan de Bobby Lashley, c'est l'impression qu'on a. B-Fab, c'est quand même très particulier parce qu'elle n'a pas réellement catché. Elle a dû catcher une fois, je crois, depuis qu'elle a WWE. Donc c'est quand même assez bizarre. Est-ce qu'elle va être là pour faire les promos ? On a vu qu'elle était capable de le faire, mais est-ce que vraiment c'est hyper important de la voir dans cette faction ou est-ce qu'elle est simplement là, désolé, juste parce qu'il fallait une femme dans cette faction? Bah, je me pose la question. Je suis intrigué, mais voilà, j'attends de voir. J'attends réellement de voir. Michin fait face à la nouvelle signature du côté de SmackDown, Tiffany Stratton. Et oui, en ce moment, on peut le dire, il y a vraiment une draft constante avec des superstars de NXT qui montent. On a vu le cas avec aussi CM Punk. Là, en backstage, donc on a eu la signature de Tiffany Stratton. On a eu la signature de Naomi du côté de SmackDown. On a aussi eu des discussions encore entre Bron Breakker, Nick Aldis et Adam Pearce, même des discussions entre Nick Aldis et Jade Cargill. Ouais, il y a un vrai bordel constant, j'ai envie de dire, en backstage en ce moment pour signer les superstars. Et je trouve ça plutôt cool de voir les general managers se battre pour avoir ces acquisitions-là. Parce qu'on parle de gros noms, entre guillemets, de NXT. Et ça, c'est plutôt très cool. On va avoir un combat de 4-5 minutes. Tiffany Stratton va faire le boulot, je trouve. Le public est bien investi. Ça fait plaisir à entendre. On a un public bien investi pour ce combat. Il y a juste une prise à un moment donné qui est pas très bien portée par Michin dans le coin du ring. On parle d'une sorte de code breaker qui est pas bien porté, mais bon, c'est un détail. Je trouve que le match est vraiment très sympa. Et surtout, eh bien, Tiffany Stratton va remporter ce match avec son gros moonsault qui est sublimissime. C'est important d'avoir ce genre de move très important, très beau, très remarquable, j'ai envie de dire, pour une superstar qui arrive dans le roster principal. Et clairement, le grand public va découvrir Tiffany Stratton. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez la découvrir petit à petit. Ouais, c'est pas n'importe qui. Et le segment main event, on retrouve la Bloodline et Roman Reigns sur le ring, qui nous dit qu'il n'aime pas faire des récaps et préfère regarder vers l'avenir. Mais lundi dernier, Seth Rollins a dit qu'il possédait le titre. Il peut pas être ici avec les vêtements de sa femme depuis 2 ans en disant être le gars. Rollins dit être un bourreau de travail mais se casse le dos en essayant de porter le show. Et s'il veut parler de son planning, Roman Reigns travaille 10 fois moins que Seth Rollins mais gagne 10 fois plus que lui. Quant à Cody Rhodes, il peut être le meilleur numéro 2 dans ce business ou tenter à nouveau sa chance d'être le numéro 1. La musique de Cody Rhodes va retentir et Cody Rhodes va demander à ce que Roman Reigns soit seul sur le ring. Cody dit avoir parlé à ses amis, sa famille, à des légendes de la WWE. Rollins a mis le doigt sur des points excellents, mais il n'est pas d'accord sur le fait que le titre de Roman Reigns s'appelle le titre Hollywood. C'est le titre qu'avait détenu Bruno Sammartino ou encore son père au Madison Square Garden avant qu'on lui retire. Il le veut toujours, ce titre. Alors, qu'est-ce que terminer l'histoire? Prendre le titre à Roman Reigns ou tout lui prendre?
ce titre, il le veut, mais ses objectifs évoluent. Il va pas le faire à WrestleMania, mais il a parlé avec une personne qui connaît très bien Roman Reigns. La musique du Rock va retentir, il va faire son entrée, il va serrer la main de Cody Rhodes et ce dernier va quitter le ring et le show va se terminer avec un face-à-face entre The Rock et Roman Reigns. Bon. Déjà je suis allé voir sur les réseaux sociaux pour voir si les gens avaient à peu près compris ce que j'avais compris. Et finalement je vois que tout le monde est perdu avec ce segment, tout le monde est très confus. Et ça me rassure un peu parce que j'ai vu ce segment, j'ai compris évidemment qu'on voulait nous mettre Roman Reigns The Rock, mais alors, l'histoire de Cody Rhodes, rien compris. Est-ce qu'il veut affronter Roman Reigns à Elimination Chamber avant donc WrestleMania pour lui prendre le titre? On comprend pas trop. Est-ce qu'il veut finalement aller chercher le titre de Seth Rollins? On comprend pas trop. Pourquoi il laisserait sa place à The Rock? On comprend pas trop. Je trouve que c'est un segment hyper mal écrit, c'est tellement mal écrit, comme si au dernier moment on avait dit hey, The Rock, viens, en fait ouais, on a besoin de toi pour Mania, viens. J'ai l'impression que c'est rushé, que c'est fait à la dernière seconde, à la dernière minute, et on comprend absolument rien à ce segment. Alors évidemment, j'en ai déjà parlé mais 1000 fois, The Rock contre Roman Reigns, ça me hype, et honnêtement, faudrait être de mauvaise foi pour dire que Roman Reigns contre The Rock, ça hype pas. C'est un match qui hype, sur le papier c'est un match qu'on attend depuis très longtemps. Mais la manière dont ce segment a été mis en place, j'ai zéro hype. Mais je suis totalement honnête, quand la musique de Rock a retenti, j'ai vu le face-à-face avec Roman Reigns, j'étais même pas hypé parce que je ne comprends absolument rien à la situation. Que va faire Cody Rhodes? Cody Rhodes passe totalement pour un débile dans cette situation. Je veux dire, pourquoi lui qui depuis des mois et des mois nous parle de Roman Reigns, nous parle de ce titre-là, là s'écarte un peu et dit hey, The Rock, prends la place. C'est quand même toi la plus grosse star ici, prends cette place, moi je m'en vais. Et la manière dont Cody Rhodes quitte le ring, ça fait vraiment le petit qui... Voilà, t'as bien joué, t'as joué avec tes jouets, c'est bien, mais maintenant les grands vont parler. Rock et Roman Reigns, on est sur le ring. Toi Cody, tu peux t'en aller dans ta chambre. Je trouve ça hyper bizarre la manière dont ça a été fait. J'attends des explications dans les prochaines semaines parce que je vois plein de gens me dire mais si on va aller sur un Cody Roman Reigns à Elimination Chamber. Non, Cody va simplement aller voir Rollins. J'ai l'impression que personne n'a réellement compris ce segment. Ce qu'on a compris, c'est clairement Roman Reigns contre The Rock. Mais le reste... Est-ce que... Je sais même plus quoi dire. Vraiment, je suis très déçu. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la vidéo de ce segment a été postée sur YouTube. Et il y a beaucoup plus de dislikes que de likes. Donc les gens, globalement, ont détesté ce segment. Je dis bien globalement, parce que je sais que certains vont me dire qu'ils ont aimé en commentaire. Mais... ça veut quand même dire beaucoup de choses, ça veut dire que le segment n'a pas été bien fait, n'a pas été bien réalisé, n'a pas été bien monté, n'a pas été bien écrit, bref, c'est un bordel pas possible et ouais, c'est un gros coup manqué par Triple H et c'est peut-être l'un des plus gros coups manqués par Triple H depuis qu'il est au pouvoir. Bilan de ce SmackDown, c'est compliqué de noter un show avec ce segment qui, je pense, fera parler encore pendant des semaines et des semaines, voire des mois, qui va marquer quand même cette année, voire même peut-être les différentes années, parce que c'est quand même pas anodin ce qui s'est passé. Je vais mettre un 7, parce que globalement le show était bon, on a eu des arrivées donc du côté de NXT, je pense à Tiffany Stratton, en backstage on a eu Braun Breaker, on a eu des bons combats je trouve, un Owens face à Austin Theory qui était vraiment bien, même Michin face à Tiffany Stratton c'était cool, le match à 4 par équipe était cool, donc globalement on a eu des bonnes choses, le segment main event était bon hein, jusqu'à l'arrivée de The Rock, où là je trouve que tout est incompréhensible et tout part à volo et on comprend plus rien à ce qui se passe, donc ouais, compliqué, très compliqué, franchement on pourra en parler pendant des heures et des heures, ouais, c'est très compliqué. Dites-moi ce que vous en avez pensé, évidemment en commentaire de cette vidéo, ça m'intéresse énormément. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine, non, lundi je pense, pour ma review de Vengeance Day. Salut